Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un très vieux comics, du genre publié en 1944. Donc oui, les cases que je vais utiliser aujourd'hui seront un peu moins dans la qualité que d'habitude. Ouais, et du coup, comme il y a la qualité visuelle des images qui baisse, t'as décidé que la qualité grammaticale de tes phrases aussi allait baisser? Tu as raison, et je vais te répondre de la seule façon que les comics de Noël m'ont appris. Et je vais te frapper. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bref, aujourd'hui on va parler du numéro 9 de Comic Cavalcade, qui était une anthologie assez inhabituelle pour l'époque, puisqu'en fait elle faisait carrément 96 pages. Voilà. Et là on va s'attaquer à une histoire avec le premier Green Lantern, à savoir Alan Scott. L'histoire commence à la station de radio où Alan Scott conduit une chorale pour Noël. Oui, à la radio. Vous le sentez bien qu'on est en 1944 là? Et alors que l'enregistrement commence, une petite vieille... Hop, on dit personne âgée. T'as fini de m'interrompre, oui? Bref, une personne âgée interrompt l'enregistrement en criant que c'est une honte car la chorale n'est pas composée à 100% de vrais Américains blancs. Oh, purée. Après Ghost Rider et l'enlèvement des enfants, après Wolverine et les types qui font péter des trucs au nom d'une soi-disant religion, et le Père Noël qui va buter des ex-dictateurs africains pour la CIA, je tombe sur le racisme ordinaire. C'est génial! Leur couleur de peau est mauvaise, leur religion est mauvaise, et de toute façon ce sont que des étrangers. Heureusement que Green Lantern l'arrête lui-même, sinon je l'aurais fait. Et pour montrer à la petite dame qu'elle se trompe, il va raconter l'histoire de deux amis à lui, Green Lantern et son sidekick, Doiby Dickens. Deux amis à lui, n'est-ce pas? Non, arrête, c'est lourd à force. Nous sommes non loin des fêtes de Noël et Green Lantern et Doiby font leurs courses pour Noël. Quand des malfrats, qui veulent que Green Lantern arrête de stopper leurs activités criminelles, les agressent. Alan Scott fait fondre leurs armes avec son anneau mystique, mais se rend compte que son ami a été touché pendant l'assaut. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni rien que ce soit d'autre, hein. Le chevalier d'Émeraude l'emmène à l'hôpital. Mais pour pouvoir sauver son ami, il faudrait le docteur Levoy, un réfugié qui vient de Berlin. Seulement, vous comprenez, ce docteur ne peut pas travailler dans cet hôpital, car le règlement interdit aux médecins de certaines religions de pratiquer dans l'établissement. Une idée qui apparemment vient du comité d'hôpital féminin. Et donc, plutôt que d'amener son ami dans un hôpital où l'on n'écrit pas dans le règlement intérieur que fuck les autres et leurs différences, et puis ensuite de revenir pour déjouer ce micmac, Green Lantern décide de laisser là son ami dans une situation critique pour déjouer directement le micmac. Parce que pourquoi chercher à être efficace? Surtout que Green Lantern en rajoute à chacune de ses arrivées, en criant des choses comme « c'est une question de vie ou de mort ». Et après les petites dames répondent « oh bah Green Lantern, désolé, on pensait pas que les règles se retourneraient de cette façon ». Oui non, c'est sûr monsieur Green Lantern, on pensait pas du tout que choisir nos médecins par rapport à la religion plutôt que par rapport à leurs compétences pourrait un jour, éventuellement, mettre la vie de n'importe lequel de nos patients en danger. Non, monsieur Lanterne, jamais, pas une seule seconde. Mais apparemment, seul le président du comité peut changer cela. Lui qui n'est jamais là, que personne n'a jamais vu, et qui vote uniquement par courrier. Mais comment il est devenu président si personne l'a jamais vu? Green Lantern décide donc de partir à sa recherche avec le seul homme du comité des femmes, Ray Blatt, à la recherche de ce directeur, Rogue. Rogue? Bref, bien que ces deux messieurs soient partis en volant, on les retrouve la page d'après à pied. Je sais pas, peut-être que le monsieur était trop lourd. Toujours est-il que les malfrats du début sont là pour prendre leur revanche. Green Lantern les étale, mais monsieur Blatt, lui, rentre dedans, l'empêchant ainsi de les coffrer. Non mais faut comprendre le scénariste aussi, on est à 5 pages d'histoire, faut faire durer la menace un peu plus longtemps, si Green Lantern les coffre de suite, ça marchera pas. Bref, une fois arrivé au comité des femmes de l'école, le dit monsieur Rogue, là aussi président, est clairement absent. Une seule femme a vu son visage, une ancienne professeure maintenant envoyée parce que, je cite,
Monsieur Rogue nous a convaincus que sa couleur de peau était mauvaise pour une école purement américaine. Ok, si on veut jouer à ce petit jeu-là, une vraie école purement américaine devrait être tenue par des Indiens d'Amérique, les natifs, hein. Et encore, même eux, techniquement, sont des immigrés, ils sont venus via le détroit de Bering. Alors on fait quoi pour faire une vraie école purement américaine? Hein? Des yaks et des bisons? Heureusement, Ray Black connaît l'adresse de cette femme, et propose d'y emmener Green Lantern. Une fois arrivé à son étage, ne sachant pas dans quel appartement elle se trouve, les deux hommes se séparent. Et c'est Ray Black qui tombe sur le cadavre de cette femme. Heureusement qu'elle a eu le temps d'écrire une lettre disant que Monsieur Rogue est dans un autre comité. Oh bah ça tombe bien alors. Green Lantern et Ray Black foncent au 3e comité féminin, le club civique des femmes. Quand cette vieille dame lui explique la même chose que d'habitude, Alan Scott décide d'utiliser son anneau mystique pour obtenir la vérité de ces dames. Celles-ci n'ont effectivement pas vu Monsieur Rogue, mais croient qu'il faut foutre à la porte tous ceux de race, religion ou de couleur de peau différentes. J'en profite d'ailleurs pour clarifier juste une petite chose. Il n'y a pas de race différente pour parler du genre humain. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine, et au vu de comment la rage et la haine se propagent facilement en son sein, je peux dire très clairement que c'est une sale race. Green Lantern se retourne donc vers Ray Black, qui continue à dire qu'il ne l'a jamais vu ce Monsieur Rogue. Le porteur de l'anneau décide d'emmener cet homme voir son ami Doiby, et lui montrer qu'il s'agit bien d'un combat pour sauver une vie. Comme cela ne réveille aucun souvenir chez Monsieur Blatt, Alan Scott lui demande de rentrer en contact par n'importe quel moyen avec Monsieur Rogue, qu'il est prêt à payer n'importe quel prix, et que pour rentrer en contact avec lui, ce mystérieux bonhomme n'aura qu'à laisser un message dans les chaudrons utilisés par les Pères Noël pour récupérer les dons pour les associations caritatives. Une fois Monsieur Blatt parti, Doiby se réveille et le conjure de rester droit à l'idéal de justice, et Green Lantern récite encore une fois son serment. Oui, le serment des Green Lantern était déjà présent dès les années 40. Et non, il n'a pas changé d'un iota depuis. Il y a peu d'éléments constitutifs d'un super-héros qui peuvent se vanter de cela. Quelque temps plus tard, une voiture passe, laissant un mot dans l'un des chaudrons. Aussitôt, utilisant un code connu d'eux-mêmes, les Pères Noël caritatifs se passent le message de chaudron en chaudron jusqu'à la cachette de Green Lantern, où l'un des barbus lui fournit la localisation de la voiture. Ni une, ni deux, et je vais pas vous refaire la blague, suivant les indications de chacun des Pères Noël de rue, Green Lantern parvient à rattraper la voiture. Green Lantern refait son coup de changer les armes des truands en gelée, puis laisse les Pères Noël se charger des simples malfrats, tandis que celui-ci va trouver le tant recherché Monsieur Rogue, qui se trouve être son compagnon de quête, Ray Blatt. Oui, point de mettre des potions ici, mais plutôt une bien belle blatte. Et oui, le jeu de mots ne fonctionne qu'en français, puisqu'en anglais on est plutôt sur une diminution de blatant, qui signifie flagrant. Et c'est vrai qu'à bien y regarder, eh bien son rôle dans l'histoire est assez flagrant. Il est, je le rappelle, le seul homme dans le groupe de femmes au début. Il a eu le temps de tuer la professeure de couleur en prétextant de se séparer. Il a empêché Green Lantern de coffrer ses hommes et plein d'autres choses. Mais Alan Scott avait des soupçons et avait fait des recherches, et Monsieur Blatt est en fait un fiefé manipulateur, toujours caché sous un masque de respectabilité. Puis les différents Pères Noël font tomber leur masque où l'on découvre que chacun de ces Pères Noël sont de toutes les couleurs de peau possibles. La vache, on y trouve même des Asiatiques. Ce comics a des couilles, clairement. Non, parce que, pour rappel, les ressortissants japonais et américains d'origine japonaise étaient à l'époque parqués dans des camps dits d'internement. On parle de 110 000 personnes dans les camps, à leur sortie en 1945, enfermés simplement à cause de leurs origines. Alan Scott finit de son côté de raconter son histoire à la vieille dame, qui reconnaît ses erreurs. Ah, et c'est là que tu t'aperçois que c'est qu'une œuvre de fiction. Non, pas le monsieur qui vole avec la bagouze magique, non, la personne qui reconnaît ses erreurs. Puis le mot de la fin est délivré par Doiby, un homme que le narrateur nous précise qu'il n'est ni diplômé, ni fortuné, mais tout de même citoyen américain sans distinction de race, croyance ou couleur de peau. Fin. Ce comics utilise clairement Noël comme un prétexte pour combattre le racisme. Et même s'il reste très naïf dans sa vision des choses, comme par exemple, le raciste est un seul homme qui corrompt un peu tous les autres, ça reste un peu naïf, il reste quand même extrêmement couillu pour son époque. Non, parce que, sans rire, c'est, je pense, une des seules œuvres de fiction de cette époque où l'on peut voir une femme afro-américaine qui exerce le métier de professeur. Merde, si ça mérite pas qu'on s'en souvienne au moins un petit peu, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, par contre, je dois vous avouer, ça fait un bon petit nombre de sujets politiques, là, un peu à la suite. J'aimerais bien varier un petit peu. Brice, y'a quoi de prévu après dans le planning ? Oui, 2 secondes.
Ah bah ça va, c'est pas politique. Ah bah cool. Ça parlera de quoi? Bon, non, rien de bien méchant, hein. Je veux dire, ça parle juste de suicide, c'est tout. Ah. Bon bah à demain pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur.